Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Radio Sensation et sur TV78, une émission spéciale réalisée à Berlin. Berlin, première ville de l'UE, capitale de l'Allemagne, un pays membre de l'Union européenne depuis 1958, de l'espace Schengen depuis 1995 et qui a adopté l'euro le 1er janvier 1999. À travers cette émission, je vais vous parler de politique, d'environnement et aussi de culture. Et je vais également vous faire découvrir Berlin. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Er war ein Sieger jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got ram to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. L'Allemagne, c'est l'un des membres fondateurs de l'Union européenne. Le couple franco-allemand a été, on le sait tous, le moteur de cette construction et pourtant, Français et Allemands ne partagent pas le même attachement à l'Europe. La guerre en Ukraine a renforcé le soutien de l'opinion publique. À l'UE, 48% des Français ont une image positive de l'Union européenne contre 56% des Allemands. On va essayer de comprendre pourquoi avec Pascal Thibault, correspondant de Radio France Internationale en Allemagne. Zone Europe. Bonjour Pascal Thibault. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre bureau à Berlin. Alors l'Union européenne a eu des moments difficiles ces dernières années. On pense à la crise grecque, on pense aussi au Brexit. Mais récemment, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, on a le sentiment que l'UE s'est un peu ressoudée. On parle même d'intégration, d'intégrer de nouveaux pays. Maintenant, l'Albanie, la Macédoine du Nord, voire même l'Ukraine, des choses qui paraissaient improbables il y a encore quelques années. Quel est le point de vue des Allemands sur l'Union européenne ? Est-ce qu'il a changé depuis les 10 dernières années ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'Allemagne reste, quand on regarde notamment les sondages qui sont faits, notamment les sondages Eurobaromètre, reste un pays où la défense des valeurs européennes, des institutions européennes, de l'intégration européenne reste fort, plus fort qu'en France, je crois, où il y a plus de résistance, d'angoisse, de peur, etc. Ça demeure au sein de la population. On a aussi une grande différence par rapport à la France. On l'a vu aussi lors des dernières élections de septembre dernier, comparé aux récentes présidentielles et parlementaires en France, législatives, c'est qu'on a une très large partie de l'électorat et des partis représentés qui soutiennent une plus forte intégration européenne, à l'exception de l'extrême droite et du parti de gauche qui ont perdu un peu de la superbe. Donc ça, c'est déjà les conditions un peu de base. Actuellement, effectivement, on a vu que après des phases où il y a eu beaucoup plus de tensions et de forces centrifuges en Europe avec la crise de la zone euro, l'Allemagne qui a été extrêmement critiquée, notamment dans les pays du Sud, le départ d'un des pays, effectivement, le Brexit, qu'on a effectivement avec les deux crises les plus récentes, la crise sanitaire du Covid et actuellement la guerre en Ukraine, plutôt au contraire un rapprochement, une union qui semble fonctionner, des avancées importantes avec notamment la mutualisation d'une partie des dettes avec un pas important franchi par l'Allemagne il y a 2 ans là-dessus, alors qu'une chancelière chrétienne-démocrate était au pouvoir. Et on l'a vu aussi que la solidarité avec des nuances reste quand même forte dans les prises de position face à Poutine et dans la crise énergétique pour laquelle l'Allemagne est au premier rang, bien évidemment en raison de sa dépendance traditionnelle par rapport à la Russie. Sur l'intégration, que pensent les Allemands notamment de l'UE et des projets ? Alors, je pense que les Allemands restent, je le disais déjà, plutôt favorables à une plus grande intégration européenne. Très longtemps,
L'Europe a été, ça vaut surtout pour les décennies d'après-guerre, un peu l'ersatz de nations pour les Allemands, pour qui tout ce qui était national était évidemment honni et en raison de l'héritage du Troisième Reich. Bon, maintenant, 80 ans après, la distance est un petit peu plus grande par rapport à ce passé, mais on voit quand même une adhésion importante aux valeurs européennes et une plus grande intégration. Et on a vu notamment au niveau, cette fois-ci politique, pas uniquement la population, ces dernières semaines, un chancelier Scholz très en avant pour aller dans les Balkans et soutenir l'intégration de ces pays, ou la perspective d'intégration de ces pays à l'Union européenne, estimant que peut-être on les a fait un petit peu trop patienter dans l'antichambre et que le risque c'était peut-être qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà. Et puis effectivement, vous l'avez mentionné, le fait, c'est effectivement historique, qu'on a donné une perspective européenne à l'Ukraine, ce qui évidemment n'aurait pas eu lieu sans la guerre. Alors justement, l'année dernière, l'Allemagne a changé de gouvernement. On est passé d'Angela Merkel, la CDU, à Olaf Scholz, plutôt à gauche. Quels sont les principaux changements qu'il va apporter à l'Allemagne et est-ce que ça peut changer les relations franco-allemandes surtout? Sur la politique européenne, il n'y a pas un changement radical dans la mesure, encore une fois, où l'essentiel des forces politiques, à l'exception des deux extrêmes, restent pro-européennes. Bon, il y a effectivement des nuances dans la mesure où, et ça vaut surtout pour le parti du chancelier Olaf Scholz, les sociodémocrates et les Verts, on a des forces qui sont sans doute plus favorables que les chrétiens démocrates à une plus grande intégration, à des abandons de souveraineté, et qui sont sans doute aussi plus favorables, et là évidemment ça fait écho à ce qu'on peut entendre en France, par exemple à une mutualisation supplémentaire des dettes. Sur différents sujets, et notamment le dernier que j'évoquais, il y a en revanche des divergences au sein de la coalition actuellement au pouvoir entre ces deux partis, Verts sociodémocrates et le Parti libéral, qui, même s'il a évolué par rapport à des positions antérieures, extrêmement disons rigides sur les principes libéraux d'orthodoxie budgétaire, reste quand même très réticent à une plus grande mutualisation des dettes, à une intégration qui signifierait aussi une solidarité financière. Donc c'est là que ça devient un petit peu compliqué en interne et que ça rend la coopération avec d'autres pays, lorsque des initiatives peuvent être mises sur la table, peut-être un peu plus compliqué. Mais on voit que le compromis étant une des bases de la vie politique allemande, de la culture politique allemande, le Parti libéral, même si actuellement il est un petit peu en difficulté dans les sondages, donc il cherche d'autant plus à défendre son identité, ses points de vue traditionnels, on voit que lui aussi est prêt et devra sans doute mettre un petit peu d'eau dans sa bière. Alors la prise de conscience des enjeux européens, elle passe aussi par les médias. On le sait, les Allemands ont énormément plus de correspondants en Allemagne que les Français. Comment on traite l'actualité européenne ici? Est-ce qu'il y a des différences avec le traitement que l'on fait en France? Alors effectivement, il y a, je ne connais pas les chiffres actuels, mais je sais qu'il y a eu une décrue du nombre de correspondants français, qu'il y a toujours un nombre important de correspondants allemands, même de médias dits peut-être pas, enfin qui ne sont pas peut-être en première division, dirons-nous. Il y a des bureaux importants, notamment des médias publics, qui ont plus de moyens aussi en Allemagne qu'en France. C'est plus présent la couverture de l'actualité européenne dans les médias allemands. Pour commencer par les médias audiovisuels, c'est certainement le cas. On sait que dans la télé en France, l'Europe a l'image d'être un peu ennuyeuse, de ne pas fournir des images très glamour et qu'on va peut-être privilégier des images, des reportages, etc. dans les JT qui soient un petit peu plus imagés et un peu plus... qui puisse être visuel, un peu plus visuel. Voilà. Ici, c'est vrai qu'on a notamment à la télévision publique encore on a encore l'idée que d'abord c'est le contenu que le contenu prime sur l'image. Je simplifie un petit peu. Et c'est vrai que du coup on a aussi des images un petit peu répétitives de défilés de limousines qui arrivent, de personnes qui se dirigent vers un micro et qui prennent la parole et qui sont évidemment un petit peu répétitives. Il y a aussi des magazines européens, il y en a à la télévision, il y en a sur telle ou telle radio publique.
à des heures d'écoute décentes, dirons-nous. Et ce que je disais là vaut aussi, je crois, après il faudrait faire des études savantes, pour la presse écrite, où il y a plus de correspondants et une plus grande couverture de l'Union européenne. Alors ça c'est sans doute lié à la culture politique qu'on a évoquée avant. Je pense que c'est dû au fait qu'il y a plus de correspondants. Voilà, il y a sans doute le poids de l'Allemagne en Europe, économiquement, le fait que voilà, ce qui se passe à Bruxelles est bien sûr important pour tout le monde, mais peut-être encore plus important pour eux. On pense aux conséquences que peuvent avoir telle ou telle décision pour l'industrie automobile, par exemple, lorsqu'il s'agit des émissions de CO2, pour ne citer qu'un exemple. Enfin, tout ça fait qu'il y a une couverture assez importante. On pourrait peut-être ajouter qu'on a aussi une présence de leaders, de responsables allemands de premier plan dans les instances européennes. Comme Ursula von der Leyen, commencer par notamment. la Commission, avec Ursula von der Leyen, ancienne ministre, d'Angela Merkel, mais aussi Manfred Weber, qui a dirigé le Parlement européen, etc., qui a été tête de liste et qui dirige maintenant le Parti populaire européen. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Thibaud, d'avoir été avec nous dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Radio France Internationale, ici, à Berlin. Berlin est souvent connu pour être l'une des villes les plus gay-friendly d'Europe. J'ai rendez-vous avec Gaël Boudjema. Il est originaire de la région parisienne et il est venu s'installer ici à Berlin. C'est le président de Bleu Blanc Rose, une association franco-allemande LGBT à Berlin. Zone Europe. Bonjour Gaël Boudjema. Bonjour. Merci Bonjour beaucoup Corentin. d'être avec nous dans l'émission Zone Europe. Vous êtes donc installé à Berlin depuis 2007. Vous êtes aujourd'hui le président de l'association Bleu Blanc Rose. Quelles sont les activités que vous faites au quotidien avec cette association ? Alors la principale activité, c'est une Stammtisch. Stammtisch, c'est quelque chose qu'on ne peut pas traduire en français. C'est une rencontre qu'on se fait tous les mois, soit souvent dans un resto pour manger. Des fois, on peut que boire aussi. Et donc là, on fait au moins une fois par mois ça, les gens de l'association. Donc en général, il y a 15 à 20 personnes. Et donc ça, c'est tous les mois. Et des fois, on va dans le même endroit, souvent on va dans le même endroit, dans un bar, dans un café qu'on connaît, souvent gay, ou soit on change, on essaie de changer quand même de temps en temps. C'est donc une association franco-allemande. Il y a aussi des Français, des Allemands dans l'association ? Ouais, en fait c'est francophone on dit. Il y a des Belges, il y a des Canadiens, il y a de tout, francophone. Et aussi francophile dans le sens où c'est les Allemands qui aiment bien la France et tout ça. Et combien de personnes compte l'association aujourd'hui, en 2022 ? Alors ceux qui payent la cotisation, il y a à peu près 100 personnes. Et ceux qui reçoivent la newsletter, c'est à peu près 1000. Ça fait maintenant 15 ans que vous êtes installé ici à Berlin. Quels sont vos meilleurs souvenirs avec l'association ? Alors l'association, en fait, c'est un truc qui se passe tous les ans. Ça s'appelle la Strassenfest. C'est toujours, tous les ans. Avant le Covid, pendant le Covid, il y a eu 2 ans de pause. Il y a une semaine de la Pride, de la Gay Pride. Et en fait, pendant ce temps-là, ça commence avec la Strassenfest. C'est une fête de rue où toutes les associations ont un stand, et les bars gays et tout ça. Et donc là, c'est ça. C'est les meilleurs moments, c'est ça. C'est pendant un week-end. Nous, on a un stand tous les ans. Et là, on présente notre association, on fait peut-être des petites activités sur le stand, genre par exemple un concours de corde à sauter. Oui, on fait un apéro aussi. Donc c'est vraiment convivial et c'est vraiment le truc local, berlinois et qu'on aime bien. Alors petit rappel historique maintenant, en Allemagne de l'Est, l'homosexualité a été dépénalisée en 1967 et il a fallu 2 ans de plus pour que ce soit également le cas en RFA. Depuis 2017, le mariage homosexuel est légalisé, est autorisé en Allemagne. Vous pouvez aussi donc les personnes homosexuelles adopter un enfant ensemble, ce qui n'était pas possible avant. L'Allemagne est avec l'Espagne, selon une étude, le pays où être homosexuel est le plus accepté dans la société. Vous le ressentez ici au quotidien ? Je pense que c'est plus une question de ville. C'est les grandes villes, c'est Berlin. Effectivement, Berlin, c'est vraiment
c'est vraiment une ville hyper ouverte et tout ça. Mais je pense que dès qu'on sort un peu de Berlin, là, on se sent un peu, je sais pas, c'est pas qu'on se sent, mais voilà, c'est pas aussi top que Berlin, quoi. Et comment est-ce qu'on explique qu'ici à Berlin, la ville soit plutôt gay-friendly, considérée comme étant une des Ouais. villes les plus gay-friendly d'Europe? Comment est-ce qu'on l'explique? Bah, je pense que c'est l'histoire, ça date, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, les années 20, où c'était vraiment les années folles à Berlin, et c'est là que tout a commencé, les bals et tout ça. Mais je pense que c'est historique et ça continue comme ça, une ville ouverte, une ville ouverte à tout, une ville où tout est libre, on peut tout faire. Voilà, c'est tout le temps resté comme ça. Au moment où nous enregistrons cette émission, c'est la semaine après la Gay Pride. Voilà. Ça s'est bien passé cette année? Oui, tout à fait, ouais, comme d'hab. Bon, voilà, il y a eu des petits soucis, mais bon, vraiment, l'ensemble était extraordinaire, quoi. Et quels sont vos prochains combats maintenant pour l'association? Alors, le prochain combat, c'est. En fait, c'est vrai que notre association il y a beaucoup de gens de on va dire plus de 35 ans. Et nous, on aimerait bien attirer des gens, voilà, les plus jeunes, genre 25, 30, les petits jeunes qui arrivent et tout ça. Mais bon, c'est vrai que le milieu associatif, c'est plus une question. Moi, je sais que je suis rentré dans le milieu associatif plus tard, plus vers 30 ans. C'est vrai que quand on a 20 ans, 25 ans, est-ce qu'on est intéressé par les associations, s'engager dans une association, devenir membre d'une association? On a peut-être déjà d'autres projets avant Voilà, c'est ça. qui passent en priorité. Tout à fait. Ouais, je Merci pense. beaucoup Gaël De rien, Boudjema de rien. d'avoir Et été, merci Corentin, merci de nous avoir entendus. été Merci. avec nous dans Zone Europe. Merci beaucoup. Berlin compte une centaine de théâtres, plus de 150 cinémas, 170 musées et 350 galeries d'art. La vie musicale y est aussi très riche. On y trouve également de nombreuses activités à pratiquer, été comme hiver. Entre histoire et avant-garde, quels sont les incontournables? J'ai rendez-vous avec Carlo Carbone de Visite Berlin. Zone Europe. Guten Tag, Carlo Carbone. Bienvenue, Corentin, à Berlin. Merci beaucoup. Alors la première image justement quand on imagine Berlin, quand on ne la connaît pas très bien, c'est la porte de Brandebourg. Alors cette porte, elle symbolise cette ville, mais aussi même le reste de l'Allemagne. On s'y rassemble pour les fêtes de fin d'année, mais aussi pour voir les matchs de la sélection allemande, de la Mannschaft. Quelle est l'histoire de cette porte? So let's start with a little fun fact about our Brandenburg Gate, because many of Commençons par un petit fait amusant à propos de notre porte de Brandebourg. Car vous ne le savez peut-être pas, mais elle a un lien avec l'un de vos héros. L'adresse de la porte de Brandebourg, c'est la place parisienne, la Pariser Platz. C'est une petite anecdote amusante pour les visiteurs français. Oui, la porte de Brandebourg est l'une des dernières portes toujours intactes de la ville de Berlin. Toutes les autres ont été intégralement détruites ou non reconstruites. Autre fait amusant, vous savez, sur la porte de Brandebourg, nous avons le Quadrige. C'est une magnifique statue qui a été volée par notre ami Napoléon Bonaparte en 1806, quand il a pris Berlin.
Mais 8 ans après, nous avons pu la récupérer et la remettre à sa place. Ensuite, il y a deux choses importantes à dire sur l'histoire contemporaine. La porte de Brandebourg a été durant des années le symbole de la séparation de la ville, car nous nous souvenons tous des images de la porte de Brandebourg et de cet horrible mur juste devant. Et sur la partie ouest, les escaliers où les personnalités politiques faisaient leur discours, comme Reagan qui dénonçait le mur. Et après la guerre, je veux dire, après 1989, la porte de Brandebourg est devenue l'un des symboles de la chute du mur, même si le mur n'a pas été directement cassé à cet endroit. Mais c'est le plus gros symbole pour ça et bien sûr pour la réunification des deux Allemagnes. Après les premiers événements de l'Allemagne réunifiée se sont déroulés près de la porte. Et encore aujourd'hui, l'événement du Nouvel An à la porte de Brandebourg est un des rassemblements du Nouvel An le plus important au monde. Event at the Brandenburg Gate is one of the biggest New Year's Eve events in the world. Berlin est aussi connu dans le monde entier pour son mur, mais avant d'être la capitale de l'Allemagne, c'était la capitale de la Prusse. Est-ce qu'il y a encore des traces de l'époque prussienne dans la ville? So yeah, you still find a lot, and funnily also a lot new things. Oui, vous pouvez en trouver beaucoup et aussi beaucoup de nouvelles choses que nous avons intégrées ces dernières années au Humboldt Forum. Le Humboldt Forum est la reconstruction de l'ancien château de Berlin. C'était le lieu dans lequel les empereurs de l'Empire prusse vivaient et à l'intérieur, c'est un forum culturel maintenant. Vous pouvez y voir quelques vestiges du bâtiment d'origine. Ce dernier a été détruit à cause de la Seconde Guerre mondiale et il y a toujours des expositions sur l'histoire de cet endroit. Ensuite, nous avons plusieurs organisations dans la ville qui gèrent notre patrimoine culturel. L'une très célèbre est la Fondation du patrimoine culturel prussien. C'est un peu la mère de la compagnie des musées de Berlin qui est la responsable de l'île au musée. Berlin Museum Company, which is the one responsible for the museums island. Enfin, vous pouvez aussi trouver plusieurs châteaux et jardins de l'époque prussienne qui sont gérés par la Fondation des châteaux et jardins prussiens. Alors, en termes d'architecture, vous en avez parlé, la ville a été en partie détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puis il y a eu la division avec le mur entre l'Est et l'Ouest. Est-ce que cette histoire se ressent toujours dans la ville en termes d'architecture aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore quelques traces de cela? Yeah, in the last 30 years since the wall went down and the city has been reunified, of course. Oui, depuis maintenant 30 ans que le mur est tombé et que la ville a été réunifiée, évidemment, la ville a beaucoup changé. Mais vous trouverez encore des différences architecturales. Si vous allez assez loin côté est ou côté ouest, il y a ces immeubles froids qu'on appelle Plattenbau, qui sont de typiques appartements est-allemands, tous similaires à l'intérieur. On peut aussi comparer les principales avenues qui donnent une bonne idée des différences architecturales. Par exemple, si vous allez à l'est, sur l'avenue Karl Marx, qui était avant appelée l'avenue Staline, et que vous la comparez à la plus grande avenue du côté ouest, la Kurfürstendamm, c'est complètement deux mondes différents. Et d'un point de vue culturel, Berlin est connu aussi pour son île aux musées. 5 grands musées ils sont rassemblés au cœur de la ville de Berlin. Il y en a pour tous les goûts. Yeah, so the Museums Island, and including I mentioned before the Humboldt Forum, no? Oui, l'île au musée, et j'ai inclus aussi le Humboldt Forum dont j'ai parlé avant, qui se trouve aussi sur cette île. Cette île au musée, je dirais que c'est l'une des seules aujourd'hui où vous pouvez découvrir presque toute l'histoire de l'humanité. L'histoire de nos ancêtres. Since 1999, Berlin has a huge program which is the Master Plan Museums Island to reform the old buildings which has Depuis 1999, Berlin a un immense programme pour l'île au musée.
pour la changer. Tous les bâtiments ont été, pendant la séparation de la ville, assez ignorés. Et il y a aussi un grand plan pour connecter les musées entre eux par une promenade archéologique. Which is now already connecting the Pergamon Museum with a new museum and the Il y aura donc dans les prochaines années une entrée principale pour ces musées. in future the main entrance for all the museums after they will be all connected. And a little extra we have Et at le the petit moment, plus que nous avons en ce Pergamon moment, Museum is car le still musée de in, Pergame est en train d'être rénové, uh, nous avons le panorama, renewing process. qui est une We image have the Pergamon panoramique à panorama, l'extérieur which is du a musée, panorama image qui est outside assez of the Pergamon, intéressante, which is quite interesting because car elle they explique toute explain the l'histoire de whole la cité de history Pergame of the city et of comment Pergamon est and arrivé how, tout it cet arrived héritage from, culturel jusqu'en Allemagne. all this cultural heritage to Germany. Et en termes de tourisme, est-ce qu'on a une idée du nombre de touristes qui viennent chaque année visiter la capitale allemande? So, yeah, we all know that we had like the hugest crisis in Oui, nous venons tourism de the traverser last une years, crise, donc and it's quite il est assez difficult to difficile de compare the comparer numbers les at chiffres de the cette moment année with the avec numbers ceux de from l'année last year. We dernière. don't do it Nous ne so pouvons pas le faire directly because directement last year, we car all nous know, savons it was tous quite que difficult. l'année But at dernière the était moment, difficile. Until May, because Mais official pour le statistics moment, are en always like 2022, 1.5 nous months avons les behind. chiffres de janvier We à had mai, car il faut plus 8.4 d'un mois et demi pour les million récolter. dead nights in Berlin. Nous avons So just, 8,4 millions de nuitées à Berlin. C'est 35% 35% de moins que notre année record en 2019. Les Français sont quatrièmes en termes de nombre de touristes, avec 170 000 nuitées entre janvier et mai. On récupère assez bien. L'Europe est le marché sur lequel on récupère le plus vite. C'est surprenant, mais les pays du Benelux, avec les Pays-Bas, sont l'un de nos premiers marchés, car c'est facile de venir en train ou en voiture. Et pour terminer, Carlo Carbone, quelle est la meilleure période pour venir à Berlin? On pense notamment aux fêtes de Noël. That's very difficult because I could start now with, C'est très difficile comme question, parce que je pourrais commencer maintenant avec... oui, vous avez raison, le marché de Noël est un moment très agréable pour visiter Berlin. Mais l'été, comme aujourd'hui, bon, il pleut, hein. Mais nous avons des jours d'été très chauds. Et cet été, nous n'avons pas moins de 90 événements dans toute la ville. Il y a donc beaucoup à faire à l'extérieur et même dans la vieille ville. J'ai vérifié quelques événements. Il y a le festival de jazz, un festival gastronomique, un festival de lumière, au moment où les jours commencent à être plus courts et que les nuits deviennent plus longues. Et toute la ville est illuminée pendant une semaine. Donc c'est toujours le bon moment pour venir à Berlin. Après, cela dépend si vous venez chercher plus de culture, un style de vie pour y vivre ou si vous êtes un fêtard. Donc ça dépend de vous. Dankeschön, Carlo Carbone. De rien. Zone Europe sur Sensation.